Un homme meurt à Nuremberg en 1946. Pas celui qu'on attendait. Les juges hésitent. Quelqu'un a négocié dans l'ombre. Les dossiers ne correspondent pas aux condamnations. Trop de noms manquent à l'appel. Trop de comptes restent ouverts. On a pendu les visages, pas les coffres. Les procès de Nuremberg ont fasciné le monde entier. Symbole de justice. Fin du cauchemar. Mais dans les archives déclassifiées 60 ans plus tard, un détail brise cette image. Les financiers qui ont permis le réarmement allemand, ceux qui ont transformé une république exsangue en machine de guerre, ne figurent presque jamais parmi les accusés. Ils ont continué. Certains ont même prospéré. H. Hjalmar Schacht. Ce nom ne vous dit peu, être rien. Pourtant sans lui, pas de Panzer, pas de Luftwaffe, pas d'invasion éclair. Président de la Reichsbank, ministre de l'économie du Reich, architecte du réarmement interdit par Versailles. Il a créé les MEFO, ces bons d'État fantômes qui ont financé la guerre avant qu'elle n'éclate. Un tour de passe-passe comptable qui a trompé l'Europe entière. En 1946, il est jugé à Nuremberg. Acquitté, il ressort libre et ouvrira une banque conseil après la guerre. Comment un homme qui a financé l'appareil militaire nazi peut-il échapper à la corde? La réponse est glaçante. Il était utile. Les Alliés ne cherchaient pas seulement à punir. Ils voulaient reconstruire. Et pour reconstruire l'Allemagne sans qu'elle bascule vers Moscou, il fallait des hommes qui connaissaient le système bancaire allemand. Des hommes comme Schacht. La justice s'est arrêtée là où commençait la guerre froide. Mais Schacht n'était pas seul. Derrière chaque crédit de guerre, chaque emprunt d'État, chaque rachat d'entreprises juives spoliées, il y avait des banques. Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, elles ont toutes financé le régime, elles ont toutes profité de l'arianisation, elles ont toutes su. En 1999, sous la pression internationale, ces institutions acceptent de créer un fonds d'indemnisation pour le travail forcé. Pas une admission de culpabilité. Juste un geste. Mais le geste arrive 50 ans trop tard et il est infiniment plus petit que les profits accumulés. Et ces banques existent encore aujourd'hui. Pas sous une autre forme. Exactement les mêmes. Elles siègent au conseil de direction de la zone euro. Elles conseillent la Banque Centrale Européenne. Elles financent les budgets des États membres. Elles n'ont jamais été démantelées, jamais refondées, juste rebaptisées, restructurées, blanchies par le temps. Alors, la question n'est plus de savoir si les banquiers d'Hitler ont survécu. C'est de comprendre pourquoi on a choisi de les laisser survivre. Et ce choix a été délibéré. En 1953, les Alliés signent l'accord de Londres sur les dettes allemandes. Un effacement massif. L'Allemagne de l'Ouest ne rembourse qu'une fraction de ce qu'elle doit. Les créanciers acceptent. Pourquoi? Parce que l'urgence n'est plus la justice, c'est le containment soviétique. Il faut une Allemagne forte, stable, capitaliste. Peu importe qui tient les comptes. Ce pardon économique a un coût invisible. Les entreprises qui ont collaboré retrouvent leur place dans le tissu industriel européen. Les réseaux financiers se reconstituent. Les anciens dirigeants, souvent dénazifiés sur papier, reprennent discrètement du service. On ne parle plus de responsabilité, on parle de compétence. Et la compétence, en 1950, pèse plus lourd que la mémoire. Le plan Marshall accélère tout. Des milliards de dollars affluent. Mais cet argent ne tombe pas du ciel dans les mains du peuple, il transite par des institutions financières. Et ces institutions, ce sont les mêmes qui étaient là en 1938. Elles deviennent les courroies de transmission de la reconstruction. Elles acquièrent une légitimité nouvelle. Elles ne sont plus les banques du Reich. Elles sont les banques de l'Europe libre. Mais il y a un problème. Leurs archives sont intactes, leurs réseaux aussi, leurs méthodes n'ont pas changé, juste l'idéologie de façade. En 1957, le traité de Rome pose les bases de la communauté économique européenne. 6 pays. Une ambition, unir l'Europe par l'économie. Qui rédige les chapitres financiers? Des hommes formés dans les années 30. Qui conseille les gouvernements? Les mêmes banques qui ont survécu au procès. On ne refonde pas une économie en effaçant ses acteurs, on la relance avec eux. Et cette continuité a une conséquence directe, l'Europe s'est construite sur des fondations jamais nettoyées. Les institutions actuelles portent l'ADN de cette période. Pas par volonté, par inertie, par pragmatisme, par oubli organisé. En 1998, la Banque Centrale Européenne est créée. Francfort, pas Bruxelles, pas Paris. Francfort, capitale financière de l'Allemagne, là où siégeait déjà la Bundesbank, là où les grandes banques allemandes ont leurs quartiers généraux. Ce choix n'est pas symbolique. Il est géopolitique. L'Allemagne devient le cœur monétaire de l'Europe, et avec elle ses institutions financières héritées. Les mêmes familles industrielles qui ont soutenu le régime nazi contrôlent encore aujourd'hui des parts importantes de l'économie allemande. Krupp, Thyssen, Flick. Ces noms ont été associés aux usines d'armement, au travail forcé, aux profits de guerre. Certains ont été jugés, d'autres non. Mais tous ont conservé leur patrimoine. Les héritiers actuels dirigent des empires économiques. Ils siègent dans les conseils d'administration. Ils influencent les décisions européennes.
Ce n'est pas un complot, c'est une structure. Une structure qui n'a jamais été brisée parce qu'on a préféré la stabilité au bouleversement. Et cette stabilité a un prix. Elle perpétue les logiques de pouvoir. Elle reconduit les mêmes élites. Elle efface les responsabilités sous une montagne de réformes cosmétiques. Si ce type d'analyse documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. En 2008, la crise financière éclate. Les banques européennes vacillent. Les États interviennent. Des milliards d'euros de fonds publics sont injectés pour éviter l'effondrement. Deutsche Bank reçoit des garanties massives. Elle survit, encore une fois. Et personne ne demande pourquoi une institution qui a traversé le nazisme, la reconstruction, la guerre froide, conserve autant de pouvoir sur le système monétaire européen. Parce que poser cette question, c'est remettre en cause 70 ans de construction européenne. C'est admettre que la rupture de 1945 n'a jamais eu lieu dans le monde de la finance. C'est reconnaître qu'on a bâti une union sur les ruines mal enterrées du passé. Et cette vérité est politiquement intenable. Les archives déclassifiées révèlent autre chose. Les services secrets américains ont protégé certains financiers nazis. Pas par idéologie, par calcul. Ces hommes connaissaient les réseaux est-européens. Ils avaient des contacts en URSS, ils étaient des sources d'informations précieuses, alors on les a recyclés, on les a mis au service de la CIA, du MI6, on les a utilisés comme informateurs, comme intermédiaires, comme agents d'influence. Cette instrumentalisation a eu un effet pervers. Elle a blanchi des parcours. Elle a offert une seconde vie à des individus qui auraient dû disparaître de la scène publique. Et elle a créé une culture du secret. Parce que ces arrangements ne pouvaient pas être rendus publics. Ils auraient détruit la légitimité morale de l'Ouest face à l'Est. Ils auraient sapé le récit de la dénazification. Aujourd'hui, l'Union européenne impose des règles strictes sur la transparence financière. Elle lutte contre le blanchiment d'argent. Elle sanctionne les paradis fiscaux. Mais elle ne regarde jamais en arrière. Elle ne fouille pas dans les origines de ses propres institutions. Elle ne questionne pas la légitimité historique de ses acteurs fondateurs. Parce que ce travail de mémoire financière n'a jamais été fait. En Allemagne, le débat sur la responsabilité des entreprises est intense. Volkswagen, Siemens, BMW ont reconnu leur rôle dans le travail forcé. Elles ont payé des compensations. Mais les banques, elles restent dans le flou. Elles évoquent des périodes sombres sans jamais nommer les décisions, les prêts, les complicités concrètes. Le langage est lisse. Les excuses sont génériques. La transparence est partielle. Et ce silence arrange tout le monde. Les gouvernements ne veulent pas déstabiliser des institutions systémiques. Les actionnaires ne veulent pas voir les cours s'effondrer. Les citoyens ne veulent pas savoir que leur épargne dort dans des coffres qui ont financé la guerre. Alors on préfère oublier. On préfère croire que 1945 a tout effacé. Mais l'histoire ne s'efface pas. Elle se stratifie. Et sous les couches de reconstruction, de prospérité, d'intégration européenne, il reste des fondations toxiques. Des réseaux qui n'ont jamais été démantelés. Des logiques qui n'ont jamais été contestées. Des pouvoirs qui n'ont jamais été transférés. Les manuels scolaires racontent la construction européenne comme un miracle. Un continent en ruine qui renaît de ses cendres, une réconciliation exemplaire. Mais ils oublient de dire qui a tenu la caisse, qui a financé les infrastructures, qui a prêté aux États, qui a structuré les flux de capitaux. Ce ne sont pas les peuples, ce sont les banques, les mêmes qui étaient là avant. La zone euro fonctionne aujourd'hui selon des règles monétaires strictes. Pas de déficit excessif, pas d'inflation, stabilité avant tout. Ces règles ne tombent pas du ciel. Elles reflètent une vision économique très allemande, héritée de la Bundesbank, elle-même héritière de la Reichsbank. Une continuité idéologique que personne ne nomme, mais que tout le monde subit. Quand la Grèce a failli sortir de l'euro en 2015, qui a dicté les conditions du sauvetage? La Troïka. FMI, Commission européenne, Banque centrale européenne. Mais dans les faits, c'est Berlin qui tenait les cordons. Et derrière Berlin, les grandes banques allemandes qui détenaient la dette grecque. Elles ne pouvaient pas se permettre un défaut. Alors elles ont imposé l'austérité. Encore une fois, la finance a pesé plus lourd que la démocratie. Ce schéma se répète. Italie, Espagne, Portugal. À chaque crise, les mêmes mécanismes. Les États s'endettent auprès des marchés. Les marchés paniquent. Les banques centrales interviennent. Les créanciers exigent des réformes. Les peuples paient. Et au sommet de cette pyramide, les mêmes institutions financières qui ont traversé le siècle sans jamais rendre de compte. Le pouvoir bancaire n'est pas une abstraction. Il se manifeste dans chaque décision budgétaire, chaque plan de relance, chaque crise monétaire. Et ce pouvoir est concentré. En Europe, une poignée de banques systémiques contrôle l'essentiel des flux. Elles sont trop importantes pour tomber, trop connectées pour être sanctionnées, trop anciennes pour être questionnées. Alors oui, les banquiers d'Hitler ne contrôlent plus l'Europe. Ils sont morts, mais les structures qu'ils ont créées, les réseaux qu'ils ont tissés, les logiques qu'ils ont imposées, elles, n'ont jamais disparu.
Elles se sont adaptées. Elles se sont modernisées. Elles se sont rendues indispensables. Et c'est précisément ce qui les rend invisibles. On ne peut pas les dénoncer sans remettre en cause tout le système. On ne peut pas les démanteler sans provoquer un chaos économique. On ne peut pas les juger sans rouvrir des blessures qu'on préfère croire cicatrisées. Alors on fait comme si elles n'existaient pas, comme si l'Europe avait vraiment tourné la page. Mais la page n'a jamais été tournée. Elle a juste été recouverte par d'autres. Et en dessous, l'encre d'origine est toujours lisible. Il suffit de regarder. Il suffit de poser les questions que personne ne veut entendre. Qui a financé quoi? Qui a protégé qui? Qui a décidé que certains crimes méritaient le pardon au nom de la stabilité? Ces questions ne sont pas historiques. Elles sont actuelles. Parce que chaque fois qu'une banque est sauvée par l'argent public, chaque fois qu'un État renonce à réguler la finance, chaque fois qu'un scandale est étouffé au nom de l'intérêt systémique, c'est la même logique qui opère. Celle qui place le pouvoir économique au-dessus de la justice, celle qui préfère la continuité au bouleversement. L'Europe d'aujourd'hui n'est pas nazie, mais elle porte l'héritage non résolu de cette période. Elle a construit sa légitimité sur une mémoire sélective. Elle a célébré les résistants tout en préservant les collaborateurs économiques. Elle a condamné les bourreaux tout en épargnant les comptables. Et cet arrangement fragile tient tant qu'on ne le regarde pas de trop près, tant qu'on accepte le récit officiel, tant qu'on ne connecte pas les noms, les dates, les institutions. Mais dès qu'on commence à tirer sur un fil, tout le tissu menace de se défaire. Si cette vidéo vous a fait voir les banques européennes autrement, laissez un j'aime. Dites en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Abonnez-vous, car ce qui arrive remettra encore plus de certitude en question.